Bonjour à tous, nouvelle capsule droit et photographie, ça fait longtemps que je vous en avais pas fait une. Donc je vous propose aujourd'hui de me rattraper en vous parlant d'une loi du 14 février 2022 qui peut avoir une influence sur votre activité si vous exercez en entreprise individuelle. Je vous explique tout ça après le générique. A tout de suite. Le 14 février dernier, le législateur a voté une loi intitulée « Loi en faveur de l'activité professionnelle indépendante ». Et la volonté du législateur était non pas de simplifier, j'avoue que j'en rêve même plus, mais disons de protéger un petit peu les professionnels qui exercent sous forme d'activité professionnelle indépendante. Alors pour rappel, l'entreprise individuelle, entre guillemets, qui est visée par cette loi, ce sont tous les cas dans lesquels votre numéro SIRET est affecté à votre personne. Donc à titre d'illustration, j'ai pour ma part deux entreprises individuelles, une en tant qu'avocate domiciliée à mon cabinet, et où donc le SIRET est bien accroché à ma personne, est bien affecté à ma personne, et l'autre, toujours en ce qui me concerne, en tant qu'artiste et écrivain, pour les droits d'auteur de mes bouquins, et qui est cette fois-ci attaché à mon domicile, mais qui est toujours une entreprise individuelle. D'accord? Et ça s'oppose essentiellement aux sociétés, qui elles sont un patrimoine personnel et une personnalité juridique distincte qui est créée au moment de la création de l'activité et qui de toute façon s'écarte déjà et se distingue déjà de votre patrimoine propre. Alors cette vidéo s'adresse donc à toutes les personnes parmi vous qui exercent leur activité sous forme d'entreprise individuelle, c'est-à-dire de toute façon tous les photographes, artistes, auteurs, puisque vous savez une société commerciale n'est pas possible pour une activité d'artiste, mais aussi tous les artisans photographes qui exercent sous forme d'entreprise individuelle, que ce soit avec un régime fiscal de déclaration contrôlée ou que ce soit avec un régime fiscal simplifié de micro-entrepreneurs. D'accord? Et autre particularité, ne vous laissez pas influencer par certains articles de commentaires de cette loi dont je vais vous parler et qui vous parlent d'un nouveau statut. En réalité, ce n'est pas un nouveau statut. Si vous exercez votre activité de photographe en tant qu'entrepreneur individuel, vous aurez toujours soit un statut d'artisan, soit un statut d'artiste. D'accord? Ce qui change, c'est simplement la protection qui est accordée à votre activité en vertu de cette loi. Dernière chose pour le préambule, on peut s'interroger sur la question de savoir si cette loi concerne ou non les artistes, dans la mesure où tous les commentaires énumèrent, on va dire, toutes les activités concernées, donc artisanales, libérales, commerciales, etc., sans jamais évoquer les artistes. Et en réalité, c'est assez fréquent. Quand j'ai parlé de ça à Eric Hainaut, que vous connaissez maintenant, qui est l'expert comptable, il m'a dit « Ouais, mais ça arrive tout le temps. En réalité, bien souvent, le législateur assimile les artistes aux activités libérales, et donc, en fait, tout le monde est concerné. » À mon avis, donc, cette loi concerne bien tous les entrepreneurs individuels, y compris les artistes. Il faudra qu'on nous le confirme un jour, mais dans l'immédiat, je ne vois pas ce qui pourrait les exclure. Alors pour bien expliquer cette loi, il faut que je fasse un petit rappel en arrière, un petit retour en arrière, pour vous expliquer l'évolution de la protection du patrimoine des entrepreneurs individuels, afin que vous compreniez dans quel cadre et dans quelle évolution s'inscrit cette loi. Alors la première étape de cette protection avait été réalisée par une loi entrée en vigueur le 1er janvier 2011, et qui créait cette fameuse option EIRL. Alors EIRL, il ne faut pas confondre ça avec EURL, qui est l'une des formes de société, c'est-à-dire une SARL unipersonnelle. Le IRL, c'est entreprise individuelle, le I c'est ça, à responsabilité limitée. Et c'était une option que pouvait choisir chaque entrepreneur au moment où il créait son entreprise, qui consistait simplement à cocher une croix dans le formulaire et qui impliquait qu'il y avait déjà, en vertu de cette option, une séparation fictive, on va dire, entre son patrimoine personnel affecté à son activité professionnelle et son patrimoine personnel. Maintenant, cette option, telle qu'elle existait à partir de 2011, avait malgré tout des désavantages dans la mesure où elle impliquait certaines formalités supplémentaires, notamment une évaluation par un expert comptable si ce patrimoine personnel excédait un certain montant, un dépôt d'un dossier au greffe du tribunal de commerce, etc. Ce qui fait que beaucoup de gens hésitaient à le faire, d'autant plus que pour les artistes photographes, ils n'étaient pas sûrs du tout que cette EIRL pouvait s'appliquer dans la mesure où les artistes n'ont en principe pas à avoir de contact avec le greffe du tribunal de commerce, et donc il restait, on va dire, une incertitude et une controverse sur ce point. J'en avais parlé d'ailleurs dans mon bouquin Vendre ses photos. Deuxième étape, en loi du 6 août 2015,
qui rendait de toute façon, et pour tous les entrepreneurs individuels, la résidence principale insaisissable. D'accord? Mais par contre, tous les autres biens immobiliers éventuels de l'entrepreneur, une maison secondaire, un bateau, une voiture, etc., même affectés normalement à des besoins personnels, restaient saisissables par les créanciers. Donc le législateur estimait que ça ne suffisait toujours pas pour protéger l'entrepreneur individuel, et une troisième étape a été franchie en 2019 avec ce qu'on appelle la loi Pacte. Et la loi Pacte avait pour objet essentiellement de supprimer une partie des formalités dont je vous ai parlé juste avant pour le IRL, c'est-à-dire que certaines évaluations du patrimoine, etc., devenaient inutiles, mais malgré ça, il n'y avait toujours pas suffisamment d'entrepreneurs qui optaient pour cette EIRL, et donc on franchit une étape supplémentaire avec la loi du 14 février 2022, dont je vais vous parler dans un instant. Donc dans cette dernière étape, la loi du 14 février 2022, la mesure principale de la loi, parce qu'il y a d'autres mesures également, la mesure principale de la loi est précisément de créer cette séparation fictive entre votre patrimoine affecté à l'activité professionnelle et votre patrimoine personnel. Et désormais, la liste des biens qui sont présumés affectés à l'activité professionnelle est énumérée dans un article qui est intégré dans la partie réglementaire du Code de commerce, et que je vais vous lire parce qu'évidemment je ne le connais pas par cœur. C'est une liste qui découle justement de ce décret d'application du 28 avril dernier, donc il y a quelques jours, et qui dit ceci: les biens, droits, obligations et sûretés dont l'entrepreneur individuel est titulaire, utiles à l'activité professionnelle, s'entendent de ceux qui, par nature, par destination ou en fonction de leur objet, servent à cette activité, tels que 1. Le fonds de commerce, le fonds artisanal, le fonds agricole, tous les biens corporels ou incorporels qui les constituent et les droits y afférents et le droit de présentation de la clientèle d'un professionnel libéral. 2. Les biens meubles comme la marchandise, le matériel, notamment photo pour vous, et l'outillage, le matériel agricole, ainsi que les moyens de mobilité pour les activités itinérantes telles que la vente et les prestations à domicile, les activités de transport ou de livraison. 3. Les biens immeubles servant à l'activité, y compris la partie de la résidence principale de l'entrepreneur individuel utilisée pour un usage professionnel, lorsque ces immeubles sont détenus par une société dont l'entrepreneur individuel est actionnaire ou associé, et qui a pour activité principale leur mise à disposition au profit de l'entrepreneur individuel, etc. 4. Les biens incorporels comme les données relatives aux clients, donc en gros votre fichier client, les brevets d'invention, les licences, les marques, les dessins et modèles, et plus généralement les droits de propriété intellectuelle de non commercial et l'enseigne. Et 5. Les fonds de caisse, toutes sommes en numéraire conservées sur le lieu d'exercice de l'activité professionnelle, les sommes inscrites au compte bancaire dédié à cette activité, notamment au titre des articles, etc. Donc en gros, tous vos biens affectés à l'activité professionnelle en tant qu'entrepreneur individuel sont listés, sont énumérés par catégorie dans cette énumération, et seuls ces biens-là pourraient, en théorie, faire l'objet d'une saisie par vos créanciers. D'accord? Ça, c'est le principe de la loi. Le décret du 28 avril 2022, donc il y a quelques jours, prévoit aussi une obligation d'apposer la mention EI, ou entrepreneur individuel, vous avez le choix, en initial ou en intégrale, sur l'ensemble de vos documents. Alors, on parle là du compte bancaire, donc le RIB. Il va falloir faire une petite modification auprès de votre banque. Alors, la banque est censée être informée, ça ne devrait pas être compliqué, mais aussi vos factures, vos contrats, etc. Alors, je vous avoue que l'obligation de cette mention, pour moi, n'a pas beaucoup de sens. Le but officiel, c'est d'expliquer à vos créanciers, vos co-contractants, de manière générale, vos clients, notamment vos fournisseurs, que vous êtes une entreprise individuelle et que donc, en cas de litige, si jamais vous leur devez de l'argent, ils ne pourront pas saisir vos biens personnels. Alors très bien, dans l'absolu, mais de toute façon, maintenant ils ne pourront plus saisir vos biens personnels parce que soit vous exercez en société et vous n'êtes pas concerné par cette loi, mais du fait même de la création de la société, il y a un patrimoine distinct qui est affecté à votre activité, soit vous exercez en entreprise individuelle, vous êtes concerné par cette loi, et dans ce cas-là, eh bien, les biens personnels ne sont pas non plus saisissables en vertu de cette loi, mais dans tous les cas, les créanciers ne pourront pas les saisir. D'accord? Donc pour moi, il n'y a pas tellement d'intérêt à indiquer entreprise individuelle sur vos documents, puisque de toute façon, on arrive à niveler, on va dire, la protection de manière globale. D'accord? Maintenant, il ne reste pas moins qu'on annonce une amende en cas d'oubli de cette formalité. Alors oui, ça ce serait peut-être l'incitant fiscal, financier, disons, pour l'administration, si jamais ils se mettent à verbaliser, je ne crois pas qu'ils le feront, mais bon. Donc voilà, donc vous avez de fait l'obligation dorénavant, si vous êtes entrepreneur individuel, à marquer, à indiquer la mention entreprise individuelle ou EI
sur l'ensemble de vos documents, donc factures, contrats et compte bancaire essentiellement. La loi en question prévoit également d'autres mesures sur lesquelles je ne vais pas m'attarder aujourd'hui parce qu'elles devront faire l'objet également de décrets d'application et d'autres précisions, notamment la disparition à terme de la notion de conjoint collaborateur, ça se fera par étapes. Il y a des précisions aussi sur la formation professionnelle. Ils vont essayer d'unifier un petit peu tous les organismes qui servent à chapeauter et à encadrer la formation professionnelle continue. On a également la possibilité, mais dont je parlerai aussi plus tard parce que c'est encore complexe et pas bien déterminé et surtout c'est irrévocable, la possibilité d'opter, même pour un entrepreneur individuel, sur un régime d'impôt sur les sociétés identique à celui qu'on peut avoir avec une EURL. Donc ça j'en parlerai plus tard. Mais donc sachez que cette loi a différents aspects, qu'elle n'est pas très claire encore et qu'elle a besoin d'autres décrets d'application. Mais donc pour vous, dans l'immédiat, l'obligation que vous devez retenir à partir du 15 mai, c'est-à-dire dimanche prochain si je ne me trompe pas, c'est l'obligation d'indiquer la mention EI ou entreprise individuelle sur l'ensemble de vos documents. Et ça concerne donc tous les entrepreneurs individuels, je vous le disais au début, que vous soyez photographe ou tout à fait autre chose, avocat, agriculteur, peu importe. Toutes les fois où votre numéro SIRET n'est pas affecté à une société mais bien à votre personne, eh bien ces obligations sont applicables. Alors pour terminer, deux informations pratiques. La première, on m'interroge beaucoup sur le livre Vendre ses photos. En effet, l'édition 5 qui datait de 2018 est épuisée. Et je suis en train de travailler sur l'édition 6, mais ça prend un temps fou pour deux raisons. D'abord parce qu'il y a énormément de choses qui ont changé, vous le savez, et surtout qu'au fur et à mesure que j'avance dans ma rédaction, le législateur continue à changer d'autres choses. C'est-à-dire que par exemple en février, j'avais justement pris soin de réexpliquer correctement le IRL avec d'autres schémas, d'autres dessins, en me disant c'est pas encore assez précis, il faut que je le fasse mieux. Et j'avais à peine fini ça que la loi du 14 février était votée. Et voilà, donc j'ai pu mettre tout ça à la poubelle et recommencer. Alors c'est pas grave, on va dire que ça fait partie du jeu, mais évidemment ça retarde parce que mon but c'est justement que ce soit à jour autant que possible et complet. Et l'autre raison pour laquelle c'est difficile et que ça avance lentement, c'est que j'ai pris la décision de changer complètement la structure du livre, de vous apporter beaucoup plus de schémas, de dessins, d'explications pratiques, d'exemples concrets et d'informations pratiques, notamment sur les centres de formalité des entreprises, la façon concrète d'effectuer vos démarches encore plus que ce que j'avais fait jusqu'à présent. Mais de nouveau, ça implique du travail de recherche, du travail de synthèse qui prend un temps fou. Et voilà, donc j'y travaille, je suis dessus, mais pour l'instant, voilà. Et si, par contre, ces sujets vous intéressent, eh bien, sachez que depuis déjà 2 ans, je propose des webinaires via mon site. Le prochain, si vous m'écoutez, si vous écoutez cette vidéo avant le 13 mai 2022, eh bien, sachez que le prochain, justement, concerne les statuts et les régimes fiscaux des photographes. Et ça aura lieu vendredi, donc le 13 mai. Mais sinon, quel que soit le sujet qui vous intéresse, je décline différents sujets sur différentes durées, parce que tous les webinaires n'ont pas la même durée, à différents tarifs aussi, selon justement le sujet et la durée. Voilà, donc je vous remets sous cette vidéo le lien vers la page de mon site qui parle des webinaires et le lien aussi vers la page de mon blog où vous pouvez vous inscrire à la newsletter, comme ça vous êtes sûr de rien rater. Voilà, donc j'espère que je n'ai pas été trop longue, j'espère que j'ai été claire. Gardez donc à l'esprit que cette loi dont je vous ai parlé concerne tous les entrepreneurs individuels, quel que soit votre champ d'activité, pour autant donc que vous soyez entrepreneur individuel avec un SIRET attaché à votre personne. Voilà, à très bientôt et bonne journée, au revoir.